Bonjour tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi numéro 68, loi visant principalement à réduire la charge administrative des médecins. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Boivin-Roy Anjou-Louriel est remplacée par Madame Jeannotte Labelle. Monsieur Dufour-Abitibi-Est est remplacé par Monsieur Bélanger-Offord. Madame Tremblay-Hall est remplacée par Madame Gendron-Châteauguay. Madame Lacoyane-Olivier Chaumeté est remplacée par Madame Caron-Lapinière et Monsieur Leduc Hochelaga-Maisonneuve est remplacé par Monsieur Marissal Rosemont. Merci. Lors de l'ajournement de nos travaux jeudi dernier, nous étions à l'étude de l'article 5 du projet de loi. Je vous rappelle que nous avons convenu de lire et d'étudier un à la fois chacun des articles introduits par l'article 5. Nous en étions donc à l'étude de l'article 29.5. Comme nous avons siégé il y a quelques jours déjà, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous relire cet article et nous pourrions poursuivre les discussions, s'il vous plaît. Avec plaisir. Bonne journée à tout le monde. 29.5, Santé Québec peut désigner une personne pour enquêter sur toute matière relative à l'application du présent chapitre dans le cadre d'une enquête autre que celle relative à une infraction prévue à la section 5. L'enquêteur a les pouvoirs et l'immunité des commissaires nommés en vertu de la loi sur les commissions d'enquête, sauf le pouvoir de donner l'emprisonnement. Merci. Je n'ai pas de commentaire. Là, c'est un article qui est assez usuel là, dans le corpus législatif québécois. Merci. Madame la députée. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Contente de vous revoir, chers collègues. Je sais que lorsque vous aviez commencé à étudier cet article-ci, 29.5, jeudi après-midi, ma collègue donc, vous avait demandé de quelques précisions là, sur la portée des enquêtes. Vous le relire là, pour vous replacer, Monsieur le ministre. Donc, elle a demandé, donc, une fois qu'on a que l'inspecteur est allé chercher un rapport de conformité, puis ils avaient épluché le rapport, qu'il y a eu donc certains soupçons, qu'on prend que Santé Québec désignerait un enquêteur pour aller faire enquête là-dessus. Donc, il semble que ce serait limité sur le fait que l'assureur peut peut-être exiger une fréquence de rendez-vous qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que donc ça deviendrait donc interdit ou exiger donc des billets de médecin ou des consultations pour rien, alors que le projet de loi, autrement dit, en fait, la question de ma collègue, c'est de savoir si la portée des enquêtes allait être limitée aux objets du projet de loi. C'est ce que je comprends qu'elle vous a posé, puis que vous alliez répondre, et qu'à ce moment-ci, Madame la Présidente, vous avez dit, compte tenu de l'heure, et donc qu'il n'y a plus de réponse à cette question. Voilà, que vous deviez ajourner. Merci. Monsieur le ministre. Bon, vous connaissez bien la distinction, tenant compte de votre pensée entre une inspection et une enquête. En fait, basé sur deux éléments. Un, le contexte. Et deux, je vais donner des exemples d'application. Une inspection, ça pourrait être pour faire une surveillance générale, pour faire des vérifications ponctuelles planifiées, puis faire des visites qui peuvent être surprises. Puis les exemples d'application, c'est la plainte d'un salarié à la suite d'une réception d'un avis de son assureur lui demandant d'aller visiter un médecin. Donc ça pourrait requérir qu'un inspecteur aille analyser la situation. Alors qu'une enquête, évidemment, c'est un modèle d'affaires, c'est plus une pratique. Et ça peut être de brosser un portrait complet des pratiques dans un domaine donné. Et ici, bien, il y a eu une dénonciation, par exemple, d'une pratique visant à imposer le recours à des services malgré l'absence d'écrit, malgré l'absence de dénégation d'un assureur. Là, on pourrait être requis d'aller faire une enquête. C'est la distinction que vous connaissez bien entre une inspection et une enquête là, qui se retrouve dans la majorité des lois qui requièrent qu'on analyse et qu'on s'assure que les lois soient bien respectées. Merci. Merci. Donc, merci d'avoir répondu à la question de ma collègue. Sinon, je ne sais pas si ça a été abordé, Monsieur le ministre, dans l'analyse, donc dans l'étude des articles précédents. Mais en fait, en termes de main-d'œuvre, où est-ce que vous comptez donc aller chercher les enquêteurs et les inspecteurs?
Pardon, je voulais que je répète. Oui. Désolé. Hein? Non, il n'y a pas de souci. En fait, ma question à moi, c'est, puis je ne sais pas si ça a été abordé lors de l'étude des articles précédents, mais en fait, au niveau de la main-d'œuvre, où est-ce que vous comptez aller chercher les enquêteurs et les inspecteurs pour pouvoir donc, faire en sorte qu'ils puissent assumer le rôle que vous leur octroyez dans le cadre du PL 68? Bien, ça demeure un défi qui est constant, mais il y a certainement des personnes issues d'ordre professionnel qui vont pouvoir le faire, mais il y a aussi des personnes au ministère de la Santé. Santé Québec aura ce mandat-là d'embaucher des personnes et de s'assurer que les mandats d'inspection soient bien réalisés. Ça ne requiert pas, selon moi, ma compréhension, tant de personnes que ça. Ce n'est pas un gros projet de loi. Les prescriptions qui sont dans le projet de loi sont relativement simples. On interdit une pratique des assureurs puis des administrateurs de régimes d'avantages sociaux. Fait que c'est relativement simple, mais c'est Santé Québec qui va s'en occuper. Donc, ce serait donc parce qu'en fait, vous le dites, en fait, à 29,5, donc Santé Québec n'ont pas désigné donc ces personnes-là pour enquêter sur toute matière relative à l'application du présent chapitre. Mais de ce que je comprends que vous nous expliquez, c'est qu'en fait, ce serait donc des enquêteurs, bon, ici, donc enquêteurs, mais oui, même au niveau donc des inspecteurs. Donc, ce serait déjà donc des salariés de Santé Québec qui auraient donc cette tâche supplémentaire-là, donc parmi leurs fonctions usuelles. Bien, ça peut être ça. Bon, évidemment, Santé Québec va s'occuper des opérations. Est-ce que ça pourrait être des mandats spécifiques donnés ad hoc? Je pense que dans le cas d'une enquête, ça pourrait être une avenue envisagée par Santé Québec. Puis là, je ne veux pas rentrer dans les bottines de Santé Québec, mais pour donner un peu plus de précision, tu sais, c'est une enquête sur un modèle d'affaires ou une pratique érigée en système de la part d'un assureur. Il pourrait, à Santé Québec, décider de donner un mandat à un CPA ou un avocat. Moi, je pense qu'il n'y a pas de limitation à cet égard-là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'autres commentaires sur 29,5? Monsieur le député, non? Nous passerions maintenant à 29,6, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. 29,6, un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. C'est tout. Je n'ai pas de commentaire. C'est un article véritablement usuel dans les lois du Québec en matière d'inspection et d'enquête. Commentaire? Ça reprend des libellés, là. OK, c'est tout. Pas de... Parfait. Commentaire sur 29,6? Pas de commentaire, Monsieur le député Pas de commentaire. Donc, 29,7. Merci, Madame la Présidente. 29,7. La Régie de l'assurance maladie du Québec doit transmettre à Santé Québec, sur demande, les renseignements nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'il y en a? OK. J'ai pas de commentaire. En fait, les renseignements susceptibles d'être transmis, là, parce que j'anticipe qu'on me pose la question, là, mais évidemment, ça permet à Santé Québec d'obtenir de la Régie les renseignements nécessaires aux fins de l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par le projet de loi. Quel type de renseignements? Bien, c'est principalement les données de facturation qui permettent de documenter le recours aux services de médecins et de chiffrer le coût assumé par la Régie pour les dits services. C'est tout, Madame la Présidente. Merci. Commentaire sur 29,7? Oui, Madame la députée. Oui, juste ici. Merci, Monsieur le ministre, pour les différentes précisions quant aux renseignements nécessaires. Vous avez bel et bien anticipé la question ici. Donc, ici, il n'y a pas nécessairement donc, de fréquence envisagée là, par rapport à la fréquence de transmission des renseignements par la RAMQ? Non. OK. C'est vraiment sur demande. Sur demande, OK. Ouais. Puis, juste, pardon, puis, dans le fond, ce serait donc si Santé Québec a certaines craintes ou à certaines préoccupations. Donc, voilà, puis il n'y a pas nécessairement, elle n'aura pas besoin donc, de communiquer les motifs non plus à la RAMQ, donc tout simplement... non. Donc, sur demande, parce que là, c'est crainte, mais elle peut les garder. Donc, Santé Québec sera en mesure de garder ça donc, pour elle-même comme organisation. Donc, merci. Monsieur le député, commentaire? Merci. Donc, Monsieur le ministre, nous serions rendus au 29,8, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Oui?
On n'adopte pas les... On va parce toutes qu'ils les sont en- adopter, on les on finit, les finit. puis à votre 29, demande, 14, on travaille les Ah, ok, articles d'accord. on va les intitulés. adopter tout en bloc. D'accord. parfait. Alors, à ce moment-ci, j'aimerais attirer votre attention parce que nous aurions un amendement entre 29,7 et 29,8, Madame la Présidente. Est-ce qu'il est sur greffier? Est-ce que vous l'avez envoyé? Il est Sinon- en cours de transmission sur le Parfait, greffier, je Madame la vais suspendre les travaux quelques minutes, s'il vous plaît. Présidente. Merci. Nous reprenons nos travaux et Madame la députée, si vous voulez bien nous faire la lecture de votre amendement, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. À l'article 5, nous souhaiterions insérer l'article 29.7.1, l'article 29.7.1 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée. Donc, insérer après l'article 29.7, tel que proposé par l'article 5 du projet de loi, l'article suivant, 29.7.1, le professionnel de la santé ne peut être tenu responsable de la non-application des mesures de contrôle prévues à la présente loi. L'article modifié se lirait comme suit, 29.7, que nous venons de lire, sans l'adopter. La Régie de l'assurance maladie doit transmettre à Santé Québec sur demande les renseignements nécessaires à l'exercice de ses fonctions prévues au présent chapitre. 29.7.1, le professionnel de la santé ne peut être tenu responsable de la non-application des mesures de contrôle prévues à la présente loi. Donc ici, Madame la Présidente, c'est quand même assez simple, comme vous pouvez le constater à sa face même comme amendement. Vous vous souviendrez que lors des consultations particulières, particulièrement donc la Fédération des médecins spécialistes du Québec, également donc d'autres professionnels de la santé, donc sont venus nous présenter donc différentes préoccupations quant au fait que, bon, bien évidemment, donc le projet de loi 68 donc se concentre sur les obligations des assureurs privés et des administrateurs de régimes d'avantages sociaux. Manifestement, donc au niveau donc des mesures de contrôle, donc différents pouvoirs donc sont octroyés donc à Santé Québec. Donc nous les avons donc lus et discutés donc aux articles 29.3, 29.4, 29.5, 29.6 et 29.7. Étant donné donc ces pouvoirs, ce que la FMSQ en particulier donc est venue nous communiquer, leur toute première recommandation en fait dans leur mémoire, donc ça vous donne une idée donc de la priorisation de cet enjeu pour eux, était donc le fait donc de mettre en place une procédure claire qui exempte les médecins de toute responsabilité dans l'application des mesures de contrôle liées au projet de loi. Ils nous expliquaient, donc à la page 5 de leur mémoire, qu'ils souhaitaient donc exprimer aux parlementaires leurs réserves. Je viens de le mentionner. Donc, ce projet de loi confie à Santé Québec certains pouvoirs visant à surveiller l'application des nouvelles interdictions imposées aux assureurs et aux administrateurs. C'est bien, c'est normal, mais donc, parmi leurs membres, ils disaient donc ces derniers se questionnent sur le rôle qu'ils auraient à jouer s'ils se retrouvaient confrontés à une violation des dispositions du projet de loi, par exemple dans le cas où un patient serait contraint par son assureur de consulter son médecin pour maintenir ses prestations d'invalidité. Et donc, vous avez donc des questions sur quelle serait donc leur responsabilité à cet égard. Donc, c'est l'objet de l'amendement ici. Je vais entendre le ministre là-dessus. Merci. Merci. Monsieur le ministre, commentaire? Ce sera assez bref. Là, je comprends l'essence de l'amendement, mais ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'il n'y a aucune sanction qui concerne spécifiquement les médecins, d'une part, puis deux, ne peut être tenu responsable en référant aux mesures de contrôle. Les mesures de contrôle, c'est fondamentalement l'inspection et l'enquête. Et donc, c'est comme venir dire, tu n'es pas responsable. Ça peut ouvrir la porte à une compréhension que les médecins n'ont pas à collaborer avec les inspecteurs puis les enquêteurs avec les pouvoirs qu'ils détiennent. Fait que je ne vois pas d'utilité et de pertinence à intégrer un amendement de cette nature-là. Là. Ça a pas, pour moi, ça n'a pas d'impact. Puis, à moins qu'il y ait des sanctions qui les concernent, mais il n'y a rien qui les concerne. Là. Ils ne sont pas susceptibles de constat d'infraction. Là. Bien, donc, en fait, donc, ils ne seraient pas susceptibles de constat d'infraction parce que je pense que de ce qu'on a pu saisir de leur passage en commission parlementaire, c'était surtout comme cette une crainte-là. appréhension. Oui, c'est ça, c'était surtout cette appréhension-là. Ben oui, puis ça me fait plaisir de dire que ce n'est pas le cas. Là. Okay. Parfait. Puis, je voulais confirmer également, parce que donc, ils nous communiquaient également donc, dans leur mémoire, ce que là, vous dites, donc, évidemment, donc, vous ne souhaiteriez pas laisser croire ou laisser entendre qu'ils n'auraient pas à collaborer avec les inspecteurs ou les... Je ne pense pas que c'est là qu'ils s'en allaient du tout. Non, mais...
on connaît le risque. Voilà. Et si... qu'est-ce qui doit arriver, par exemple, s'ils sont témoins d'une contravention? Un peu que ce que je viens de lire donc, dans cette portion du mémoire. Donc, si ils voient qu'un patient est contraint par son assureur de consulter un médecin, quelle est la responsabilité? Quelle est leur responsabilité à eux dans ce cas-là? Il n'y a pas de responsabilité, outre leur code de responsabilité, leur code d'éthique, mais dans la loi, non. Et bien sûr, une espèce d'obligation de collaborer. Là, l'inspecteur a les pouvoirs ou l'enquêteur d'un commissaire d'enquête, vous savez, qui peut demander, qui peut obtenir un document, il peut interroger le médecin pour savoir si effectivement il y a des pratiques de la part de l'assureur X qui sont contraires à la loi. Là. Mais tant qu'il n'y ait pas de connivence, évidemment, il doit collaborer à l'enquête, ça c'est clair, ou à l'inspection, mais tant qu'il n'y ait pas de connivence, s'il a été consulté par un patient et qu'il aurait appris par la suite que ce patient aurait été contraint par son assureur, le médecin, dans ce cas-là, n'aurait pas Non. Mais si un comportement incompatible avec son code d'éthique, il n'y a rien qui empêche qu'une plainte soit logée à son syndic là, du Collège des médecins. Mais c'est pas... Je pense pas que ce soit ça qui soit l'intention. Oui, puis il n'aurait pas à avertir Santé Québec eux-mêmes. Donc, si... comme vous dites, donc, au-delà donc, de leur code d'éthique, au niveau, donc, bien, évidemment, le projet de loi ne le mentionne pas, mais donc, vous précisez ce qu'on l'a mentionné, donc c'est un peu donc, leur appréhension. Donc, s'ils voient quelque chose, qu'ils ont une obligation donc, de signaler Santé Québec. Non. Merci, Mme la Présidente. Commentaire? Oui, Monsieur le député de Rosemont. Bien, d'habitude, les questions sont frontales en commission parlementaire et pas latérales, mais je pense que je comprends où est-ce que le Parti libéral s'en allait avec ça, l'opposition officielle, mais du fait que c'est le médecin qui fixe, par exemple, la fréquence des rendez-vous, le médecin doit bien savoir que le patient ne peut pas se retrouver devant lui. Auquel cas, je présume qu'il dirait au patient, si tu as une urgence, on va te trouver un service d'urgence. Sinon, ton rendez-vous est dans 3 semaines et demie ou dans 4 semaines. Je présume que c'est ça. Par contre, si l'assureur redemande un autre formulaire qui n'est pas prévu ou des spécifications et que là, le patient, lui, se sent obligé d'aller revoir son médecin, le médecin il pourrait se retrouver fautif de remplir un nouveau formulaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il est possible que le médecin se trouve en faute. Il est possible que le médecin contribue à une violation de cette loi-là. Puis tout à fait, puis l'enquête va le démontrer, mais il n'y a pas de sanction qui le concerne spécifiquement en vertu de la loi. Mais il pourrait y avoir une plainte à son syndic parce que dans les codes d'éthique des professionnels, de tous les professionnels d'ailleurs, il est prévu qu'ils doivent agir dans l'exercice de leur profession conformément à la morale puis au respect des lois du Québec. Là. Fait que ça, c'est un canal qui pourrait être emprunté de la part d'un assuré ou de la part de quelqu'un qui est mis au courant. Et pour boucler la boucle, on présume que le médecin ne reverra pas le patient s'il a lui-même fixé une fréquence autre, puisque le but, c'est aussi de sauver des plages horaires puis de ne pas surcharger. Donc, là, à la limite, si le médecin ne fait pas ça, il joue un peu contre sa propre équipe. Là. Il y a quelque chose de pas logique. Là. Absolument. D'où, je trouve que vos commentaires sont hyper pertinents et raffermit notre opinion de ne pas aller vers un amendement qui déresponsabiliserait là, les professionnels de la santé. Merci. On est à la même place. Merci. Merci. Donc, d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais mettre aux voix l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté ou rejeté? Donc, nous serions à 29,8. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Puis il y aura un amendement. Donc, 29,8, l'assureur ou l'administrateur de régime d'avantages sociaux est tenu de payer à Santé Québec le coût assumé en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'assurance maladie pour les services médicaux qu'il a exigés, contrairement à l'article 29,1. Santé Québec peut recouvrer de cet assureur ou de cet administrateur le coût de ces services, lequel peut être établi par inférence statistique sur le seul fondement de renseignements obtenus par un échantillonnage de ces services
selon une méthode conforme aux pratiques généralement reconnues. Le recouvrement du coût de ces services se prescrit par 60 mois à compter de la date de leur paiement par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Toutefois, la notification par Santé Québec d'un avis d'enquête à l'assureur ou à l'administrateur de régime d'avantages sociaux suspend cette prescription pour une durée d'1 an ou jusqu'à ce que le rapport d'enquête soit complété selon le court délai. Donc, mon commentaire va être assez succinct. Donc, ça oblige l'assureur qui a exigé le recours au service de médecin en contravention avec les dispositions de la loi à verser à Santé Québec le montant des honoraires payés pour ces services en vertu de la loi sur l'assurance maladie par la RAMQ. Donc, permet à Santé Québec de déterminer le montant de ces honoraires par inférence statistique. Bon, je pense que c'est assez clair. Et de procéder au recouvrement par le biais d'une décision administrative, puis la prescription est suspendue. Donc, c'est tout pour mes commentaires, Madame la Présidente. Merci. Commentaire? Oui, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Pourquoi 60 mois? C'est vrai que c'est long, hein? C'est ce que J'essaie- vous trouvez? Pas pas nécessairement. J'essaie juste de comprendre, est-ce que c'est par cohérence avec d'autres articles C'est du genre? probablement le processus d'enquête ou d'inspection qui peut prendre un certain temps. Après ça, bien sûr, il y a le calcul qui est le même qu'en vertu de la loi sur l'assurance maladie, là, par inférence statistique, les renseignements obtenus, l'échantillonnage des services, le 60 mois... Puis la loi sur l'assurance maladie, ça, c'est un bon point. Je me souviens, la loi sur l'assurance maladie, c'est le même délai de C'est le même délai qu'on a là. Fait que c'est en harmonie. Puis c'est un délai qui fonctionne bien. Exactement. C'est ce qu'on me confirme. Votre amendement, est-ce que vous l'avez lu? Ah non, j'ai pas lu Il faut l'amendement. lire l'amendement. Ah, désolé, ça va peut-être... mais, Ça, non. donc, La amendement... discussion va être sur l'amendement et ensuite, Ben, tel c'est- qu'amendé. OK. Bon, c'est inséré dans le premier alinéa de l'article 29.8 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée, proposé par l'article 5 du projet de loi, et après 29.1, guillemets, ou à l'article 29.1.1. Donc, commentaire, c'est en concordance avec l'amendement, là, collègue qui introduit 29.1.1, là, pour les prestations d'invalidité, la fréquence prédéterminée. Donc, c'est un amendement de concordance, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement? Pas de commentaires. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Adopté. Nous revenons à l'article tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Oui, mais merci, Madame la Présidente. Oui, peut-être juste ici, plus une précision, parce que je pense que c'est ce que le projet de loi est faire, là, mais un peu comme la conversation qu'on vient d'avoir un peu plus tôt, le patient, de son côté, il ne serait pas touché, là, il ne subirait pas les contre-coups de la surveillance exercée par Santé Bon Québec. point, oui. D'autres commentaires? Nous passerions maintenant, Monsieur le ministre, à 29.9. Merci, Madame la Présidente. Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 5 000 peut être imposée par Santé Québec à l'assureur ou à l'administrateur d'un régime d'avantages sociaux qui exige un service médical contrairement à l'article 29.1. Et j'aurai un amendement qui se lirait comme suit, inséré à la fin de l'article 29.1 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée proposé par l'article 5 du projet de loi, guillemets, ou à l'article 29.1.1. Donc, c'est encore le même type d'amendement de concordance. Merci. Commentaires sur l'amendement? Pas de commentaires. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Nous revenons au 29.9 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Madame la députée? Oui, bien, dans la même lignée que ma question précédente, Madame la Présidente. Mais en fait, ici, donc, le montant de 5 000 donc, comment est-ce qu'il a été établi? Puis, je veux dire, là, on est dans un projet de loi, donc le montant ne serait pas nécessairement modifiable par règlement. Donc, au fil des ans, donc, ça demeurait une sanction administrative pécuniaire de 5 000 même dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce que ça aurait la même valeur? Les quantums qui apparaissent dans nos lois,
la légitimité ou la hauteur du montant est déterminée par l'équipe juridique du ministère de la Justice. Et ça tient compte aussi des pénalités de même nature pour la même gravité d'infraction dans d'autres lois en matière de santé. Je me limiterai à ça. OK. Donc, puis vous connaissez la valeur des sanctions administratives pécuniaires. Là, ça permet d'éviter là, les délais puis la procédure qui sont parfois très longues, qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs visés par les lois. Là. Oui. Puis c'est ça, donc le fait donc, de le fixer dans la loi plutôt que par règlement, le montant, parce que parfois quand c'est fixé par règlement, c'est plus facile donc de les indexer. Puis là, on décide de le fixer dans la loi. Pourquoi? Bien, parce que, encore une fois, c'est compatible avec des montants de SAP, là, les sanctions administratives pécuniaires qui sont dans d'autres lois, dont les infractions sont de même nature. Même nature et même gravité. Merci. Commentaire? Nous serions maintenant rendus à votre amendement que vous aviez déposé sur Greffier, Monsieur le ministre. Un amendement qui 29.9.1. Merci, Madame la Présidente. Inséré après l'article 29.9 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée, proposé par l'article 5 du projet de loi, le suivant. 29.9.1, un règlement pris en vertu du premier alinéa de l'article 29.2.1 peut prévoir qu'un manquement objectivement observable à une disposition qu'il prévoit peut donner lieu à l'imposition par Santé Québec d'une sanction administrative pécuniaire. Ce règlement peut prévoir des conditions d'application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent varier selon la gravité du manquement sans toutefois excéder 500 $. Alors voilà, commentaire, bien, ça vise à habiliter le ministre à prévoir dans un règlement relativement aux renseignements qui peuvent être demandés d'un médecin, les manquements pouvant mener à l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire. C'est tout. Merci. Merci. Madame la députée de Bourassa-Souris? Oui, merci. Est-ce qu'on peut avoir donc des exemples de manquements objectivement observables ici? C'est pas essentiellement le formulaire. Hein. C'est le formulaire unique ou le formulaire prédéfini. Là. Il va falloir s'assurer que ce soit une sanction administrative qui soit distincte ou appropriée, là, tenant compte de la nature et de la gravité du manquement. OK, parce que ça avait été demandé, je pense, par un groupe ou des groupes, là, si je me souviens bien. Là. OK, et donc ici, donc, le maximum donc, dans la loi donc, serait de 500 $. Exact. Pour la sanction administrative pécuniaire, on vient de discuter 29.9, donc de l'objet d'une sanction administrative pécuniaire. Puis ici, 29.2.1, donc c'était l'article donc, sur le formulaire unique. Exact. Pas de commentaire. Nous passerions. Est-ce que l'amendement 29.9.1 est adopté? Adopté. Adopté. Nous serions à 29.10, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Des amendements. 29.10. Je ne suis pas partisan des amendements. Je comprends. Le premier alinéa de l'article 797, le deuxième alinéa de l'article 799, les premiers, deuxième et quatrième alinéas de l'article 800, les articles 801 à 803, les premiers et troisième alinéas de l'article 804 et les articles 805 à 810 de la loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace s'appliquent à l'occasion de l'imposition d'une mesure administrative prévue à la présente section en y faisant les modifications suivantes et avec les autres adaptations nécessaires. 1. L'avis de non-conformité notifié en vertu de l'article 797 doit mentionner que le manquement pourra donner lieu au recouvrement du coût des services médicaux en vertu de l'article 29.8 à l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire ou au cumul des deux. 2. L'avis de réclamation notifié en vertu de l'article 800 doit contenir l'information relative aux modalités de recouvrement applicables et indiquer le cas échéant que les faits à l'origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale. Les articles 796 et 798, le premier alinéa de l'article 799, le deuxième alinéa de l'article 804 et l'article 812 de cette loi s'appliquent en outre à l'occasion de l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire prévue à l'article 99.9 de la présente loi avec les adaptations nécessaires.
Aux fins de l'application de ces articles, un manquement à l'article 29.1 de la présente loi est assimilé à un manquement visé au chapitre 1 du titre 1 de la partie 10 de la loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. Il y aurait un amendement, Madame la Présidente, et je le lis. À l'article 29.10 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée proposé par l'article 5 du projet de loi, 1. Inséré dans le paragraphe 1 du premier alinéa et après lieu de, selon le cas. 2. Remplacé dans le deuxième alinéa, prévu à l'article 29.9 par visé aux articles 29.9 ou 29.9.1. 3. Remplacé dans le dernier alinéa de la présente loi est assimilé par ou à l'article 29.1 de la présente loi, ainsi qu'un manquement à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'article 29.2.1 de la présente loi sont assimilés. Donc, c'est un amendement de concordance, Madame la Présidente. Merci. Juste souligner, Monsieur le ministre, qu'au 4e paragraphe de 29.10, vous aviez mentionné, vous aviez lu 99.9, mais c'était 29.9. C'est juste pour rectifier ce que vous aviez lu. Donc, Commentaire sur 29.10, si vous me permettez. on est sur l'amendement 29.10. Ah, OK, parfait. Okay. On pourra avoir la possibilité de revenir à 29.10 si l'amendement est adopté. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement? S'il n'y a pas de commentaires, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Nous revenons à 29.10 tel qu'amendé. Monsieur le ministre. On va simplement dire qu'en fait, 29.10, ça a l'air compliqué, mais c'est simplement la procédure administrative prévue là, aux articles 797 à 812 de la loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace en matière de sanctions administratives pécuniaires, à l'occasion du recouvrement du coût des services médicaux, puis l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire en vertu de ce qui est proposé dans le projet de loi. Merci. Commentaire? Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, ici, juste pour m'assurer donc d'avoir bien saisi, donc vous venez de le mentionner, le ministre, donc c'est Monsieur le ministre. Donc ici, donc on est dans les mesures administratives. Donc, vous confirmez donc l'avis de non-conformité ici. C'est vraiment au niveau donc de ce qui doit être indiqué donc au sein de cet avis. Donc, la personne assujettie donc devrait savoir, devrait être informée là, du fait qu'il pourrait y avoir un recouvrement du coût des services en vertu de l'article 29.8. Est-ce que, parce que plus tôt, donc, on parlait justement de la prescription, donc l'échéance de prescription aussi serait indiquée à cet avis-là? Totalement. OK. Donc, ça aussi. Bon point. Oui. Et puis, au cumul des deux. Puis ici, là, je sais que c'était plus sur l'amendement, mais en fait, selon le cas, on vient juste préciser, parce que là, on n'est pas dans la conformité face aux amendements précédents qui ont déjà été adoptés, là, comme c'est le cas pour les derniers paragraphes de 29.10. Donc, on ajoute donc les autres articles visés, donc 29.9.1 ou 29.2.1. Mais ici, selon le cas, on venait déjà préciser qu'est-ce qui était déjà prévu au premier paragraphe. Hein. Okay. Donc, tout simplement, donc, selon le cas. Parce que vous trouviez que le libellé n'était pas clair initialement. Okay. Totalement. Okay. Donc, ça, c'est au niveau de l'avis de non-conformité. Puis l'avis de réclamation. Indiquer le cachet que les faits à l'origine de la réclamation pour une poursuite pénale. Conformité, okay. Suit après ça, réclamation. Parce que dans le fond, entre la non-conformité et la réclamation, donc l'assujetti donc, a la possibilité de se conformer, en fait. Oui, tout à fait. En vertu de 797 du PL15. OK. Donc, il peut l'avis de non-conformité. Est-ce que l'avis de non-conformité lui donne une échéance pour se conformer justement aux dispositions de la loi? Oui, normalement. Puis c'est comme un avis de correction. Oui. Hein, vous savez, en santé et sécurité, on donne un délai. C'est quoi le délai? De conformité. Bien, ça sera déterminé là, dans les renseignements qui apparaîtront dans l'avis de non-conformité. Puis, souvenez-vous, les avis de correction, il n'y a pas de délai non plus dans les lois parce que ça va dépendre du temps nécessairement requis. Il faut s'adapter à la réalité du type de non-conformité. Fait que est-ce que ça peut être 10 jours, 30 jours, mais on voit des 10, des 30, puis des fois, ça peut être plus long. Là. OK, mais normalement, ça devrait se retrouver selon le cas. Ben oui.
Et ensuite, donc, si évidemment il n'y a pas de correction effectuée, donc là, donc, il y aura un avis de réclamation Oui. qui serait notifié à l'assujetti. Oui. Et en fait, ce sont vraiment les deux éléments. Ensuite, on est dans les articles qui s'appliquent Oui. par inférence, avec les adaptations nécessaires. Merci. D'autres commentaires sur 29.10 tel qu'amendé? Pas de commentaires. Nous serions maintenant rendus, Monsieur le ministre, à 29.11. Merci, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a un amendement? OK. Donc, 29.11, l'assureur ou l'administrateur de régime d'avantages sociaux est tenu au paiement de frais de recouvrement dans les cas et aux conditions déterminées par le Règlement de Santé Québec et selon le montant qui y est prévu. Amendement, remplacé dans l'article 29.11 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée, proposé par l'article 5 du projet de loi, l'assureur ou l'administrateur de régime d'avantages sociaux est tenu par le responsable d'un manquement tenu de payer le coût des services médicaux en vertu de 29.8 ou de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec lui à un tel paiement sont en outre tenus. Donc, c'est un amendement de concordance là, avec les amendements qui introduisaient 29.2.1 puis 29.9.1, tout simplement. Merci. Merci. Commentaires sur l'amendement? Oui, Madame la députée? Oui, j'essaie de saisir parce que 29.2.1 puis 29.9.1, de ma compréhension, donc c'est toujours donc l'assureur ou l'administrateur de régime qui est visé par ces manquements-là, non? Tout à fait. Oui. Donc, ce que là vous dites, donc, que cet amendement-là est en concordance avec ceux qui viennent d'être adoptés, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il découle de ces deux amendements-là. J'ai l'impression qu'on ratisse plus large. Puis, c'est pas nécessairement une objection, là. J'essaie juste de... c'est pas le cas. Il ratisse plus large. Non, mais c'est parce qu'on ratisse plus large que ce qui était indiqué précédemment, où on le formule différemment, mais j'ai pas l'impression que l'amendement de 29.11 découle de l'adoption de 29.2.1 de 29.9.1. Pas plus large. OK. Puis Mais ça reprend un libellé, hein? Il semble que ça reprend un libellé de 811 de la loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, là, mais c'est pas pour ratisser plus large. OK. Pas Mais c'est pas non plus pour s'adapter à 29.9.1 et Non. 29.2.1. Non. Parce que c'est ce que vous venez de dire. Non, OK. mais c'est plus de la concordance. OK, c'est la concordance avec 811 Exact. de la loi. C'est l'objet de l'amendement ici. Totalement. OK. Parce qu'à 811, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais de ce que je comprends ici, c'est qu'en fait, ce qu'on vise, évidemment, le responsable du manquement, donc c'est l'assureur ou l'administrateur, c'est pas le patient, c'est pas le médecin, ça c'est clair, parce que les mesures de contrôle ne les visent pas. Mais c'est pour s'assurer que les administrateurs et les dirigeants soient, que ce soit très clair, qu'ils sont compris dans ceux qui seraient tenus donc de payer le coût des services médicaux au niveau du recouvrement. Totalement. Puis c'est également en concordance, collègue, avec 805 de la loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, où on dit, là, puis je ne cite pas en totalité, mais lorsque le responsable d'un manquement est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction. Donc, OK. Donc, c'est la solidarité qui est prise. OK. Donc, c'est en concordance avec 805 tout à fait. du PL. Merci. D'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres commentaires, est-ce que l'amendement est adopté? Nous revenons au paragraphe 29.11 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Nous passons. Et dans les cas et conditions déterminés par règlement donc de Santé Québec, donc ici, bien, selon le montant qui est prévu, ça, c'est évidemment que ça va dépendre donc, de chaque cas d'espèce. Mais ici, est-ce que vous pouvez donc donner donc, des conditions, par exemple, donc, qui pourraient se retrouver déterminées par règlement? Non, j'en ai pas. Non. Je pense que je vais laisser ça dans la Cour de Santé Québec. Moi, j'aimerais pas, en étude détaillée d'un projet de loi, donner des instructions. L'expertise est vraiment en Santé Québec, fait que je vais les laisser déterminer en fonction de leurs compétences. Merci. D'autres commentaires?
Nous passerions maintenant, Monsieur le ministre, à 29.12. Merci, Madame la Présidente. 29.12, Santé Québec peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l'application du présent chapitre. La demande d'injonction constitue une instance en elle-même. La procédure prévue au Code de procédure civile s'applique, sauf que Santé Québec ne peut être tenu de fournir un cautionnement. Commentaire, bon, c'est en fait l'article, il est très clair. Bon, puis vous savez que l'injonction, c'est un recours discrétionnaire, puis là, ça nous permet, en l'écrivant, que ce soit pas le cas, que Santé Québec n'ait pas à démontrer qu'il y a eu répétitivité et qu'elle puisse obtenir l'injonction conformément au Code de procédure civile. C'est tout. Merci. Merci. Commentaire sur 29.12. Pas de commentaire. Nous passerions au 29.13. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. L'assureur ou l'administrateur de régime d'avantages sociaux qui exige un service médical en contravention de l'article 29.1 est passible d'une amende de 10 000 à 1 million de dollars. Amendement inséré dans l'article 29.13 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine, de famille et de médecine spécialisée proposé par l'article 5 du projet de loi et après 29.1 ou à l'article 29.1.1. Commentaire, concordance avec l'amendement qu'on a introduit 29.1.1. C'est tout. Merci. Merci. Commentaire sur l'amendement? Pas de commentaire. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Adopté. Nous revenons à 29.13, tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a commentaire? Donc, pas de commentaire. Nous passerions à 29.14, Monsieur le ministre. Vous auriez un amendement entre les deux, 29.13.1. Oui, merci, Oui. Madame la Présidente. Le ministre peut, dans un règlement pris en vertu de l'article 29.2.1, identifier parmi les dispositions de ce règlement celles dont la violation rend le contrevenant passible d'une amende de 1 000 à 100 000 $. Commentaire, ça vise à habiliter le ministre à identifier les dispositions d'un règlement pris en vertu de 29.2.1 relatif aux renseignements qui peuvent être demandés d'un médecin dont la violation rend le contrevenant passible d'une amende. Merci. Merci. Commentaire sur l'amendement 29.13.1. Habilité. Pardon, Madame la Présidente. Je suis juste en visibilité. Le ministre a identifié les dispositions d'un règlement, donc pris en vertu de 29.2.1. Donc, on parle ici du formulaire. Relatif aux renseignements qui peuvent être demandés d'un médecin. Donc, ça, c'est le 29.2.1. Pouvez-vous juste donner des exemples ici, parce que c'est le ministre donc, qui pourrait... ce serait donc votre responsabilité ici, là? Autour de la pertinence des renseignements. OK, c'est vraiment ça. On veut éliminer la paperasse. Oui. Si on veut l'éliminer, il faut éliminer les renseignements non utiles et non pertinents. 100% d'accord. Donc, c'est tout simplement ici, là, c'est ce que ça vise ici, là, Ouais. nous assurer donc, de pouvoir octroyer donc, la possibilité donc, en fait, celle dont la violation en fait, d'identifier donc quelle disposition rendrait le contrevenant donc passible donc d'une amende de 1 000 à 100 000 $. Donc d'identifier donc parmi donc qu'est-ce qui serait mis avant dans le règlement, lesquelles de ces dispositions-là seraient passibles d'une contravention de ce montant. Totalement. Merci. D'autres commentaires? Avant Il n'y a pas d'adopter. d'autres commentaires. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Monsieur le ministre, 29, point 14, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Quiconque entrant vous tente d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou d'un enquêteur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration, est passible d'une amende de 5 à 50 000 $ dans le cas d'une personne physique ou d'une amende de 15 000 à 150 000 $ dans les autres cas. Donc, commentaire, c'est les amendes en cas d'entrave ou de tentative d'entrave, là, puis c'est compatible, un libellé compatible avec ce que nous retrouvons dans le corpus, dans les lois du Québec. Merci. Commentaire? Pas de commentaire. Donc, nous serions rendus, Monsieur le ministre, à 29.15, l'amendement que vous aviez déposé sur le greffier.
Merci, Madame la Présidente. 29.15, inséré après l'article 29.14 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée, proposé par l'article 5 du projet de loi, le suivant. 29.15, toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent chapitre ou d'un règlement pris en vertu de l'article 29.2.1 se prescrit par 5 ans depuis la perpétration de l'infraction. Donc, commentaire, c'est le délai applicable. Là. Poursuite pénale, sanction d'une infraction aux dispositions introduites dans la loi, dans le projet de loi plutôt. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement 29.15? Oui, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Oui, donc toujours au niveau du délai de prescription, donc c'est donc 5 ans depuis la date de la perpétration de l'infraction et non pas depuis la connaissance de la perpétration de l'infraction. Donc, ça a été voulu que si donc on en a connaissance beaucoup plus tard, donc ce ne serait pas à ce moment-là que le délai il partirait. Le compteur ne partit pas à ce moment-là, il part au moment où on se dit, on sait que ça a été fait à ce moment-là. Et là, on l'aurait parce que, là, ici, on parle encore donc des formulaires. On aurait donc les dates sur les formulaires. Donc, c'est comme ça qu'on sera en mesure d'identifier le compteur, le moment où on compare le compteur pour la prescription. Oui. D'autres commentaires sur 29.15? S'il n'y a pas d'autres commentaires, nous serions rendus. Oh, l'amendement, oui, pardon. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Je m'excuse. En fait, c'est les intitulés, mais tous les articles proposés... Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions sur l'article, nous allons procéder à l'étude de l'article... non, pardon. Je vais juste me retrouver dans mes notes. C'est les intitulés. Tous les articles proposés à l'article 5, qu'on vient de descendre, étant maintenant étudiés. Nous allons procéder à l'étude des intitulés. Est-ce qu'il y a des commentaires sur les intitulés proposés à cet article 5? Vous aviez un amendement sur les intitulés, sur un intitulé entre autres? Remplacer l'intitulé du chapitre 3 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée qui précède l'article 29.1, proposé par l'article 5 du projet de loi, par l'intitulé suivant « Charges administratives des médecins ». Commentaire, bon, c'est en concordance avec ce qu'on a introduit à 29.2.1, portant sur les renseignements qui peuvent être demandés par un médecin à un tiers. C'est tout. Merci. Commentaire sur l'amendement? Je dois dire que je suis en faveur donc, de ce changement d'intitulé ici. Je trouve qu'il est tout à fait en concordance à l'amendement que nous avions déposé là, pour s'assurer que les assureurs publics soient aussi compris dans la comptabilisation de la charge administrative des médecins. Je suis déçue, j'ai manqué ce moment, mais je suis déçue que le ministre n'ait pas accueilli favorablement notre amendement, surtout que son nouvel intitulé donc, de charge administrative, donc, qui change donc assureur et administrateur à charge administrative des médecins, parce que je suis d'accord avec lui que c'est effectivement ce qui est visé par ce chapitre du projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Merci. Donc, Monsieur le ministre, pourriez-vous faire la lecture des intitulés tels qu'amendés et ensuite nous pourrions discuter de tous les intitulés? L'amendement, pardon, je suis désolée. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Adopté. Maintenant. Là, c'est les intitulés de l'article 5, tous les intitulés tels qu'amendés. Est-ce que Monsieur le ministre a besoin d'en faire la lecture, chers collègues, ou si on peut l'adopter? Non. On peut l'adopter tel que... Bon, est-ce que les intitulés de l'article 5 sont adoptés? Merci. Je vais suspendre les travaux quelques minutes, s'il vous plaît. Nous reprenons nos travaux. Maintenant, est-ce que l'article 5, tel qu'amendé, est adopté? Adopté. Adopté.
L'article 6, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. L'article 71 de cette loi est modifié par le remplacement de la présente loi par du chapitre 2. Commentaire, bon, c'est une modification de concordance à 71 de la loi, là, simplement. Merci, Madame la Présidente. Article 6, il y a des commentaires? Pas de commentaires. Donc, l'article 6 est-il adopté? Adopté. Adopté. L'article 7, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. L'article 3 de la loi sur les normes du travail est modifié par l'insertion dans le paragraphe 3 et après 79.1 et de l'article 79.2. Commentaire, donc, encore une fois, c'est une modification de concordance en lien avec la modification proposée à l'article 8 du projet de loi, afin que la limitation du droit de l'employeur d'exiger un document pour attester une absence prévue à 79.1 s'applique aux personnes salariées de l'industrie de la construction. Et j'aurais un amendement. Remplacer, en fait, c'était pour que ce soit plus clair, remplacer dans l'article 7 du projet de loi et de l'article 79.2 par à l'article 79.2 lorsque celle-ci bénéficie du droit de s'absenter pour l'une des causes prévues à l'article 79.1. Commentaire, ça modifie l'article 7 pour viser l'entièreté de 79.2 et préciser que cet article s'applique lorsque la personne bénéficie du droit de s'absenter pour l'une des causes prévues à 79.1. C'est tout. Merci, Madame la Présidente. Commentaires sur l'amendement? Oui, Madame la députée? Oui, excusez-moi, Madame la Présidente, j'essaie de saisir qu'est-ce qui clochait, en fait, avec le libellé initial de l'article 7, parce que je sais que c'est pas quelque chose qui a été abordé en consultation particulière. Je vais relire mes notes additionnelles, là, collègue. Donc, le paragraphe 3 de l'article 3 de la loi sur les normes du travail prévoit qu'elle ne s'applique pas aux personnes salariées régies par la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, à l'exception de certaines dispositions. Puis donc, on a voulu s'assurer que ce soit clairement prévu. Comme vous savez, il y a 200 000 personnes à peu près dans l'industrie de la construction. C'est opportun qui contribuent à la réduction de la paperasse, comme tout le monde, les salariés de l'industrie de la construction. Puis, puisque les normes prévues dans la loi, ces normes du travail sont d'ordre public, la limitation du droit de l'employeur s'applique malgré toute disposition contrainte qui est dans une des conventions collectives, pas que de l'industrie de la construction, mais notamment celle applicable dans l'industrie de la construction. Puis bon, c'est tout. Là, essentiellement, c'était pour viser ça, là, pour que ce soit clair. Puis ça n'avait pas été précisé. Merci. D'autres commentaires sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Adopté. Nous revenons à l'article 7 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que l'article 7 tel qu'amendé est adopté? Adopté. L'article 8, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Et il y aura un amendement. L'article 79.2 de cette loi est modifié par l'insertion après le premier alinéa du suivant. Toutefois, l'employeur ne peut demander le document visé au premier alinéa pour les 3 premières périodes d'absence d'une durée de 3 journées consécutives ou moins prises annuellement. Commentaire, bon, j'en ai parlé abondamment. C'est pour interdire à l'employeur d'exiger un document attestant des motifs, incluant un certificat médical. Les absences, c'est maladie, don d'organes ou de tissus à des fins de greffe, accident, violence conjugale, violence à caractère sexuel, préjudice corporel grave, bon, à la suite d'un acte criminel. Évidemment, c'est les 3 premières périodes d'absence d'une durée de 3 journées consécutives. C'est tout. L'amendement, excusez-moi. Remplacé dans le 2e alinéa de l'article 79.2 de la loi sur les normes du travail proposé par l'article 8 du projet de loi annuellement par période de 12 mois. Cet amendement, commentaire, propose que le calcul des absences débute à compter de la première absence au cours d'une année plutôt qu'à compter du 1er janvier de chaque année. Parce Merci. que c'est plus facile d'application. Commentaires sur l'amendement? Pas de commentaires. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté.
Nous revenons à l'article 8, tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que l'article 8, tel qu'amendé, est adopté? Adopté. Adopté. L'article 9, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. L'article 79.7 de cette loi est modifié par l'insertion à la fin du 3e alinéa de « à l'exception d'un certificat médical ». Commentaire. Cet article prévoit que le document demandé pour attester des motifs pour raison familiale ou parentale ne peut être un certificat médical. Merci, c'est tout. Commentaire sur l'article 9. Pas de commentaire. Est-ce que l'article 9 est adopté? Adopté. Adopté. L'article 10, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. L'article 79.16 de cette loi est modifié par le remplacement dans le premier alinéa de l'article 79.2 par les premiers et troisième alinéas de l'article 79.2. Commentaire, concordance avec la modification qu'on a proposée à l'article 8. Merci, Madame la Présidente. Merci. Commentaire sur l'article 10. Oui, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Oui, je sais ça, mais... C'est après? OK. Alors, non, ça va, merci. Pas de commentaire. Est-ce que l'article 10 est adopté? Adopté. Adopté. Monsieur le ministre, l'article 11. Oui, Merci, Madame la pardon, Présidente. un instant, Madame la Oui, députée. pardon. Donc, c'est ici, en fait, que nous allons avoir un amendement. Je pense qu'il est déjà sur greffier. En cours d'expédition. OK. En cours d'expédition. Oui. Donc, je suspends les travaux quelques minutes. Nous reprenons nos travaux et Madame la députée de Bourassa-Sauvé, si vous voulez bien nous faire la lecture de votre amendement, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, insérer après l'article 10 du projet de loi le suivant, 10.1, le gouvernement a la responsabilité de promouvoir les changements prévus à la présente loi afin de sensibiliser la population aux nouvelles interdictions à venir pour qu'elle soit pleinement informée de ses droits. Donc, bien évidemment, donc, Madame la Présidente, donc, on le mentionnait un peu plus tôt, donc, c'est les changements donc, qui sont mis de l'avant donc, dans le PL 68, puis on l'a toujours dit, je pense que ce sont des changements qui sont importants au niveau de la réduction de la charge administrative des médecins. Je pense que ce sont des changements qui seront donc également donc, au bénéfice des patients et de la population de façon générale. Alors, on aurait voulu que le gouvernement aille plus loin, mais on a déjà fait ce débat à maintes reprises. Mais si je me concentre sur l'amendement ici, c'est nous assurer aussi là, que c'est... en fait, là, que le patient donc, ne soit pas dans l'obscurité donc face donc, aux nouvelles obligations qui sont prévues à cet article, à ce projet de loi plutôt. Je pense qu'au printemps et de façon plus générale, on a beaucoup entendu parler de ce qui relevait donc, de la loi sur les normes du travail, là, donc des 3 jours, des tout au plus 3 jours, donc de 3 fois donc, par année, là, ce qu'on vient également de modifier donc, sur une période donc, de 12 mois. Je pense que la population est plus au courant du fait qu'ils n'auront plus besoin donc, de demander de billets de médecin pour ces absences de courte durée-là au travail ou même donc, de façon subsidiaire donc, à l'école ou dans les lieux donc, d'enseignement supérieur. Mais pour ce qui est donc, de ce qui relève donc, des assureurs, des administrateurs de régime d'avantages sociaux, on pense donc, qu'il pourrait y avoir donc, un travail supplémentaire donc, qui est fait, puis également dans la même lignée donc, de l'amendement précédent donc, ayant été déposé pour qu'ils soient aussi donc, au courant donc, des responsabilités donc, qui leur incombent à cet endroit. Tout ça donc, dans le but effectif donc, de réduire la charge administrative des médecins. Merci, Madame la Présidente. Merci. Commentaire, Monsieur le ministre? Bien, assez brièvement, là, je pense qu'il y a 2 mots-clés, promotion, sensibilisation, et ça fait partie du mandat de Santé Québec pour ce qui concerne la paperasse des médecins, et ça concerne la CNSST pour les dispositions de la loi sur les normes du travail, concernant aussi la réduction de la paperasse des médecins. Puis, tant Santé Québec que la CNSST, ils vont faire des activités de diffusion, d'information, de formation, certainement pour s'assurer de la saine application de ce projet de loi-là et de l'atteinte des objectifs aussi, parce que au-delà de ce qu'on veut faire, il faut s'assurer de pousser ça pour que ça respecte le plus possible la réduction du fardeau administratif des médecins. Merci, Madame la Présidente. Merci. D'autres commentaires? Monsieur le député de Rosemont?
Bien, je comprends l'intention, puis elle est louable, là, absolument, de faire la promotion de ça, puis de s'assurer de la publication la plus large. Je me souviens pas d'avoir vu un tel libellé ou un article dans une loi, puis j'en ai fait 3 douzaines ici, là, depuis quelques années. Parce qu'il me semble que ça viendrait avec une obligation de résultats et aussi avec des moyens. Puis je pense pas qu'on va détailler ça, mais je comprends l'intention de ma collègue, d'autant que Santé Québec, légalement, existe, mais n'a pas encore juridiction. Ça se fera le 1er décembre, ça, dans 2 mois. Alors, c'est une nouvelle grosse société d'État où, en fait, à bras armés du gouvernement, là, Santé Québec, là, quels seront leurs moyens pour ce genre de communication? Pour le moment, je ne le sais pas. Je présume qu'il y en aura. Mais ça m'amène quand même une question, à savoir qui fera le lien directement avec les médecins qui sont quand même centraux dans l'affaire, là. Mais, on ne peut pas présumer que le collège va le faire, quoiqu'ils sont assez proactifs d'habitude, là, mais qui s'assure quand même qu'il y a un lien? Bon, certainement par le groupe RCAM, Réduction de la charge administrative des médecins, qui est piloté par mon collègue à la santé. Et le projet de loi est un des éléments. C'est pas, je le répète à ma façon, là, c'est pas une finalité, mais il est déjà en collaboration avec les partenaires que sont notamment le collège, la Fédération médecins omnipraticiens puis les médecins spécialistes qui vont faire le suivi, qui vont s'assurer de communiquer, bien sûr, à leurs membres, parce que l'intérêt fondamental des corporations et du collège, qui est un ordre professionnel, c'est de s'assurer de bien informer. Ça fait partie de leur mandat en vertu des lois professionnelles, là. Pour le reste, en ce qui concerne les assureurs, je pense qu'ils ont bien compris l'objet du projet de loi. On peut leur envoyer une lettre là, pour être sûr, mais je pense qu'ils ont bien compris. Pas de commentaires. D'autres commentaires sur l'amendement de la députée? Pas de commentaires. Est-ce que l'amendement est adopté ou rejeté? Rejeté. Rejeté. Est-ce qu'on peut avoir une suspension de 2 minutes? Je suspends les travaux 2 minutes. Nous reprenons nos travaux. Monsieur le ministre, nous serions rendus à l'article 11, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. 11. La clause d'un contrat d'assurance conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 29.1 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et médecine spécialisée est dictée par l'article 5 de la présente loi, qui permet à l'assureur ou à l'administrateur d'un régime d'avantages sociaux d'exiger, contrairement à l'article 29.1, d'un assuré, d'un adhérent ou d'un bénéficiaire qu'il reçoive un service médical peut être maintenu et opposé à l'assuré, à l'adhérent ou au bénéficiaire jusqu'à la date qui précède celle du renouvellement ou de la prolongation de ce contrat. Elle ne peut cependant être maintenue ni opposée à cet assuré, cet adhérent ou ce bénéficiaire au-delà de la date qui suit d'1 an celle de l'entrée en vigueur de cet article. Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, un assureur ne peut maintenir et opposer une clause conformément au premier alinéa que si elle est prévue à la fois dans le contrat d'assurance et dans l'attestation d'assurance. C'est tout. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, Je vais vouloir déposer un amendement à l'article 11, s'il vous plaît. qui est déjà surgreffié, qu'on va Oui. mettre sur écran. Donc, Madame la députée, si vous voulez bien nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, remplacer l'article 11 du projet de loi par le suivant. 11. Le ministre doit, au plus tard, indiquer ici la date qui suit de 5 ans, celle de la sanction de la présente loi, faire rapport au gouvernement sur la mise en œuvre des dispositions du chapitre 3 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée, chapitre A-2.2, édicté par l'article 5 de la présente loi, ainsi que sur l'opportunité de maintenir ou de modifier ces dispositions. Un rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l'Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l'Assemblée nationale étudie ce rapport. Écoutez, ici, Madame la Présidente, c'est pas nouveau. Hein? Dans plusieurs
plusieurs projets de loi, dans plusieurs lois qui ont été adoptées donc par le passé, le gouvernement, donc quelle que soit sa couleur politique, donc a l'opportunité donc de déposer, en fait d'y inclure donc des dispositions donc pour que le gouvernement donc puisse faire rapport donc sur la mise en œuvre donc de ce qui est proposé. Ici, on le sait, on souhaite réduire la charge administrative des médecins. Le ministre, on vient même de changer l'intitulé du chapitre 3 pour préciser que c'en était l'objet. Le ministre l'a également mentionné, donc le projet de loi donc n'existe pas seul. Il coexiste donc avec d'autres dispositions, donc cherchant donc à diminuer, réduire cette charge administrative. Ici, on souhaite savoir, donc, dans les prochaines années, donc, quels seront donc, les résultats de ce qui a été mis en œuvre ici. Jusqu'à quel point on aurait été en mesure de réduire cette charge administrative des médecins et quelles pourraient être les autres dispositions qui pourraient coexister avec ce qui aura été adopté au sein du projet de loi 68. On pense, par exemple, Madame la Présidente, au fait que l'exemple de la Nouvelle-Écosse a abondamment été mentionné, non seulement par les experts qui sont venus lors des commissions parlementaires, notamment donc l'Association médicale canadienne, ainsi que en fait, d'autres experts l'ont également mentionné dans leurs mémoires qui ont été soumis à la commission, mais même donc l'analyse d'impact réglementaire et le mémoire au Conseil des ministres, la partie disponible au public du ministre, donc même ces documents-là donc mentionnaient donc cet exemple. Certainement, puis on l'a toujours dit, le PL 68, c'est un pas dans la bonne direction. Bien évidemment, on aurait voulu qu'il aille donc un peu plus loin. On est content des dispositions qui ont été ajoutées quant à ce que le formulaire donc, peut prescrire, ce qu'il peut contenir, quant aux renseignements qui peuvent être demandés dans cet esprit de réduire cette charge administrative, parce qu'on l'a beaucoup entendu. Je pense que dans cette lignée, et si manifestement c'est un objectif qui est partagé par tous les parlementaires en cette commission, il semble opportun de permettre que le gouvernement donc, puisse faire un rapport de ce qui aurait été, on le dit, donc de mise en œuvre, donc de ce qui aurait été prévu donc à ce projet de loi-ci, donc par le biais d'un rapport qui serait ici donc déposé donc au plus tard donc 5 ans après la sanction de la présente loi. Merci. Commentaires sur... J'ai pas de commentaires. Merci. Monsieur le député de Rosemont, pas de commentaires. Est-ce que l'amendement de la collègue est adopté? Adopté. Adopté. Nous revenons sur l'article 11, tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires. Est-ce que l'article 11 est adopté? Adopté. Ouais. Adopté. L'article 12, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Malgré les dispositions des articles 11 et 17 de la loi sur les règlements, le premier règlement pris en vertu de l'article 29.1 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée, dicté par l'article 5 de la présente loi, ne peut être édicté avant l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la publication du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui est fixée. Et il y aurait un amendement. Donc, l'amendement, c'est on retire l'article 12 du projet de loi. Simplement une concordance. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement de l'article 12? Pas de commentaires. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Adopté. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement retirant l'article 12 est adopté? Adopté. Donc, l'article 12 est retiré. L'article 13, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date la plus tardive entre celle de l'entrée en vigueur de l'article 1492 de la loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace et celle de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l'article 29.1 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et dictée par l'article 5 de la présente loi, à l'exception des dispositions des articles 7 à 10 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Et j'aurai un amendement, Madame la Présidente, que je lis. Oui. Remplacer l'article 13 du projet de loi par le suivant. 13. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au, et là on indique
ici la date qui suit de 6 mois celle de la sanction de la présente loi, à l'exception 1. Des dispositions de l'article 5 en ce qu'il édicte l'article 29.1 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée, ainsi que les articles 29.4, 29.8, 29.9, 29.10 et 29.13 de cette loi, en ce qui concerne l'article 29.1, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l'article 29.1 de cette loi. 2. Des dispositions de l'article 5, en ce qu'il édicte l'article 29.2 de la loi favorisant l'accès aux services de famille, de médecine de famille et de médecine spécialisée, qui entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au... Et là, on indique la date qui suit de 3 ans, celle de la sanction de la présente loi. 3. Des dispositions des articles 7 à 10 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Commentaire. Donc, ça vise d'abord à retarder l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29.2, prévoyant l'application d'une présomption pour accorder le temps nécessaire aux assureurs et aux administrateurs, conformément aux nouvelles normes, de modifier leurs contrats, leurs attestations d'assurance ou de régime d'avantages sociaux. Puis ça vise également à prévoir que les mesures visant à réduire la charge administrative des médecins qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement à compter de 6 mois après la date de la sanction, à l'exception des mesures qui requièrent au préalable l'édiction d'un règlement d'application, lesquels entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Puis enfin, autre commentaire, là, c'est le 1er janvier 2025 pour ce qui concerne la loi sur les normes du travail. Merci, c'est tout. Merci. Commentaire sur l'amendement de l'article 13, Monsieur le député de Rosemont? Oui, merci, Madame la Présidente. Je veux juste être sûr, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est touché par les 3 ans? C'est la présomption. La présomption absolue si, à l'intérieur de 3 ans, un contrat d'assurance ou une attestation d'assurance n'est pas modifié, c'est présumé être une contravention à la loi, ce que nous avons adopté, puis c'est ça auquel on fait référence dans l'article 13, quand ça rentre en vigueur. Ouais. C'est le délai de la présomption de 3 ans. Puis actuellement, le délai est de combien? Bien, initialement, il était d'1 an. On nous a demandé, souvenez-vous, que ce soit à 5 ans, puis on a adopté 3 ans, parce que c'est un juste milieu. Évidemment, les assureurs ont besoin de temps pour modifier les contrats d'assurance. Ils doivent le faire dès l'entrée en vigueur de la loi, sauf que c'est une présomption qui est pesante, collègue, qui fait en sorte que si un contrat est en violation de la loi, on présume qu'il a été appliqué en contravention de la loi. C'est ça, la présomption. Puis c'est une dent additionnelle, disons. Raisonnable. Oui. Enfin, que vous jugez raisonnable. Mais que ça fait... Ben, c'est ça. C'est un compromis. Je comprends. Oui. Très bien. Merci. D'autres commentaires sur l'amendement? Est-ce que l'amendement de l'article 13 est adopté? Adopté. Nous revenons à l'article 13, tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Oui, puis ça, c'est si le ministre le permet, tout simplement parce que je réalise un peu l'occasion donc de faire le débat là-dessus un peu antérieurement, ce que ça me fait penser. Donc, les dispositions des articles 7 à 10 entrent en vigueur, donc toujours au 1er janvier 2025. C'est ce qu'il était prévu initialement. Aussi, je veux dire, les mesures de contrôle qu'on avait adoptées plus tôt, donc, ne visaient pas la LNT, c'est parce que, dans le fond, on n'ajoutait pas donc d'articles à la LNT. Donc, tout ce qui est déjà prévu comme sanction, donc dans cette loi-ci, donc s'appliquer aux articles 7 à 10, c'est bien ça. Merci. J'avais pas eu l'occasion de le poser plus tôt. Donc, mais merci, Madame la Présidente, de me le permettre. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires sur l'article 13 tel qu'amendé. Merci. D'autres commentaires, Monsieur le député de Rosemont? Non. Donc, l'article 13 tel qu'amendé est-il adopté? Adopté. Adopté. Le titre du projet de loi est-il adopté? Adopté. Je propose que la Commission recommande la renumérotation du projet de loi amendé. Je propose que la Commission adopte une motion d'ajustement des références. Cette motion est-elle adoptée?
Adopté. Merci. Nous en sommes maintenant rendus à l'étape des remarques finales. Je cède la parole au porte-parole du deuxième groupe d'opposition et député de Rosemont. La parole est à vous, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Je présume que je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'en aurai pas besoin de beaucoup de toute façon. Je pense qu'on a adopté ça assez rondement. Je répète ce que j'ai dit au départ, parce que je n'ai pas changé d'idée depuis jeudi. Et depuis le dépôt du projet de loi, c'est assurément un pas dans la bonne direction. Maintenant, il va quand même falloir être vigilant sur la suite à deux égards. D'abord, des professionnels de la santé nous ont dit « Faites attention qu'il n'y ait pas un effet boomerang, qu'il n'y ait pas d'effet délétère qui se répercute sur les patients ou sur les professionnels de la santé qui pourraient se retrouver avec des responsabilités nouvelles. » Et mon point ici est de surtout protéger les patients. Ça a toujours été mon point de départ et ça le restera dans toutes mes fonctions ici, de toute façon. Là. Et l'autre aspect à ma remarque, c'est que les assureurs, les compagnies d'assurance nous ont quand même mis en garde contre certaines calamités qui pourraient être produites par ce projet de loi-là. Je ne partage pas leurs prédictions ou leurs objections au projet de loi. Mais cela dit, je le répète, si on fait un projet de loi pour, désengorger la bureaucratie qui retarde et qui ralentit la machine en médecine et dans le domaine de la santé, soit. Si on rend la vie plus simple aux patients qui ont déjà bien assez de problèmes, surtout quand ils sont malades, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis c'est pour ça que j'ai accueilli avec ouverture le projet de loi. Puis j'avais très peu d'amendements à amener. Je ne voulais surtout pas le diluer. Pour moi, l'important, c'était de ne pas diluer ce que nous avions ici. Mais je répète qu'il faut quand même s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet qui pourrait se retourner contre les patients d'une façon ou d'une autre. Des fois, la nature de l'entreprise, de l'industrie très particulière des assurances, qui fonctionne un peu selon des règles propres à son industrie, pourrait effectivement produire des résultats indésirables auprès des patients et des professionnels de la santé. Je suis confiant qu'on soit capable de faire les suivis nécessaires, là, puis on aura l'occasion de le faire. Alors, voici. Puis j'en profite pour vous dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que vous faisiez il y a 6 ans, Monsieur le ministre. Ben oui. Oui. Moi aussi, la députée de Labelle aussi s'en souvient aussi. Puis, alors oui, ça fait 6 ans. Vous, ça fait plus longtemps, Madame la Présidente. Vous étiez déjà ici. Vous nous réchauffiez la place. Là, mais j'en profite parce que c'est toujours un anniversaire intéressant à souligner. Puis voilà, ça fera 6 ans aujourd'hui que plusieurs d'entre nous siégeons à l'Assemblée nationale. Avec toujours le même plaisir, d'ailleurs. Merci. Merci. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Donc, sur ces dernières remarques, donc j'en profite pour féliciter mes collègues qui sont arrivés aujourd'hui il y a 6 ans. Donc, nous, les autres, ça devrait faire 2 ans dans 2 jours. Donc, je comprends toute l'émotivité qui vient avec ces anniversaires qui sont bien spéciaux parce que manifestement, ici, quand on a le privilège de siéger à l'Assemblée nationale, je pense que chaque année nous permet de croître et d'être plus aptes à exercer nos fonctions et être encore plus responsable face à la confiance que nos concitoyens nous ont octroyée d'être ici. Donc, félicitations à vous. Sinon, pour revenir directement à l'objet du projet de loi ici, je serai beaucoup plus succincte que les dernières fois, Madame la Présidente. Soyez rassurée. Je pense qu'ici, on a eu l'occasion de travailler sur un projet de loi aux apparences assez simples à amener qui petit pas par petit pas, aura l'occasion de faire une différence. On a eu l'occasion de le mentionner à quelques reprises, tant du côté des patients puis des travailleurs. Là. C'est quand même le ministre du Travail qui le dépose. Je pense que bien des travailleurs et des personnes assurées là, qui ont des assurances collectives aussi notamment. Donc, peu importe le chapeau qu'on a, quand on est le citoyen, de savoir qu'on allège un peu notre quotidien, je pense que tout le monde a un petit peu
poussé un soupir de soulagement en disant « OK, c'est pas gros, mais tant mieux. On accueille ça favorablement. » Puis pour ça, je pense qu'il faut saluer l'intention du législateur. Dans ce processus, de façon générale, au Parti libéral du Québec, notre objectif, ça a toujours été de bonifier le projet de loi. Puis je remercie le ministre donc, pour son accueil favorable à l'amendement qui est venu remplacer l'article 11 du projet de loi, nous permettant donc d'en faire un rapport puis de voir donc comment ce projet de loi, donc d'ici 5 ans et dans les années subséquentes, donc aura été en mesure donc de bien réaliser son rôle. Donc je disais, donc on a toujours eu comme objectif donc oui donc de le bonifier, mais également puis ça fait partie de notre travail à l'opposition officielle, à l'opposition de façon générale, d'en soulever un peu les écueils puis de se dire OK, tant mieux, on a ce projet de loi-ci. Voici comment comment donc les dispositions qui le régissent vont être en mesure donc de faire une différence. Mais parfois dans un projet de loi, l'enjeu, c'est pas tant qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans. Puis, d'emblée, nous, ce que nous avions soulevé, j'avais un peu catégorisé ça sous deux aspects fondamentaux. Là. Il y avait, puis en vertu de ce que les experts puis les groupes étaient venus nous dire en commission parlementaire, puis ce qu'ils nous avaient communiqué dans leur mémoire, c'est qu'il y avait 2 écueils. C'est sur le contenu, donc le contenu des formulaires, qu'est-ce qui était demandé, les renseignements qui étaient demandés aux médecins, la longueur des formulaires, la disparité entre eux. On voyait bien, groupe après groupe, que ça, c'était un enjeu majeur. Puis, je disais l'autre, bien, c'est un peu la quantité de formulaires. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui sont venus nous dire, bien, c'est bien beau qu'on régisse les assureurs privés puis les administrateurs d'un régime d'avantages sociaux. Mais si on veut vraiment faire une différence, bien, ceux qui en demandent beaucoup des formulaires, ceux qui en demandent beaucoup, qui exigent beaucoup, donc d'aller voir un médecin un généraliste, un médecin famille avant d'aller voir un spécialiste dans le but donc de pouvoir se faire rembourser, d'obtenir donc un remboursement face au service qui a été rendu ou face à l'aide technique donc qui a été demandée. Bien, c'est beaucoup la CNSST, c'est beaucoup la SAAC, c'est beaucoup la RAMQ. On a entendu le Collège des médecins nous en parler, on a posé beaucoup de questions là-dessus et je pense qu'il y aurait une opportunité d'aller de ce côté-là. Donc, quant au contenu, bien, manifestement, je pense que le ministre a entendu la même chose que moi lors des consultations. Puis, vous voyez, on a accueilli donc très favorablement donc les modifications qui ont été, les bonifications qui ont été faites au projet de loi là, quant au contenu des formulaires. On verra jusqu'à quel point ce qui a été bonifié ici donc sera en mesure donc de faire une véritable différence. On le souhaite, on l'a dit, on le souhaite, tout comme le député de Rosemont du côté des patients, je l'ai mentionné. Donc ceux qui sont des contribuables puis qui espèrent recevoir donc des services puis qui vivent leur quotidien, bien, je pense que eux ça va faire du bien. On l'a aussi dit du côté des médecins. Le ministre parlait des anecdotes donc de gens qui se disent peut-être j'aurais reconsidéré ma carrière, avoir su qu'une grande charge de ce que j'ai à faire donc n'est pas du travail clinique, mais bien donc de la gestion de paperasse. Donc ça fait partie du travail, mais d'être en mesure d'alléger cette portion-là du travail, bien, c'est non seulement intéressant quant à l'attractivité de la profession, mais ça fait aussi en sorte qu'on est capable d'avoir plus, et c'était la terminologie du ministre, donc de rendez-vous à valeur ajoutée. Donc là-dessus, on est content que c'est ce que nous avions communiqué, mais également ce que les groupes avaient communiqué là-dessus, que ça a été entendu. Je pense que sur les formulaires, donc ce qu'on appelle donc les assureurs publics, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Peut-être que c'était pas dans le cadre du PL 68, mais j'espère que du côté du gouvernement, donc on a entendu pas juste notre plaidoyer à ce sujet, mais particulièrement donc celui des médecins donc qui sont venus nous dire que bien ça ferait une grande différence. Puis même sur le point de vue conceptuel, on l'a mentionné à de nombreuses reprises, si le gouvernement est capable de l'exiger de la part des assureurs et des administrateurs, des assureurs privés puis des administrateurs de régimes d'avantages sociaux, puis ce qui est une bonne chose, ce qu'on appuie, bien, je pense qu'il est capable de le demander de lui-même aussi, d'être capable d'aller regarder dans sa propre cour puis de faire les changements appropriés parce que c'est au bénéfice du patient, parce que c'est au bénéfice de tous ceux qui ont à naviguer à travers le système. C'est du gagnant, 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 comme on dit.
Mais au-delà de ça, donc on comprend que c'est un bon projet de loi. On a appuyé donc l'adoption du principe, Madame la Présidente, et on va toujours continuer à proposer, à bonifier, à soulever donc tout ce qui permettra de véritablement réduire la charge administrative des médecins dans les années qui suivent. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vos remarques finales, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci d'abord à vous, Madame la Présidente, pour avoir dirigé nos travaux, notre étude détaillée de manière efficace. J'aimerais remercier aussi les collègues du gouvernement, ma collègue de Huntingdon, de Labelle, Châteauguay, Orford. Merci beaucoup pour votre collaboration, votre présence et votre appui. Le sous-ministre adjoint de la Santé, Marc Nicolas, qui est avec moi, mon conseiller Joé. Je veux aussi remercier l'équipe des deux ministères puis les juristes qui sont avec nous, qui sont évidemment un atout précieux pour l'avancement d'une étude détaillée. Et bien sûr, ma collègue de Bourassa-Sauvé, puis sans négliger l'appui de Thomas, que j'aime bien, tu sais, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer le Québec. C'est comme ça que la démocratie s'exerce de manière humaine et pratique, puis on le fait avec des êtres humains. Puis je répète souvent que si les Québécois nous regardaient en études détaillées, ils apprécieraient beaucoup plus les parlementaires que ce qu'on peut percevoir parfois par la voix de certaines personnes. Et mon collègue de Rosemont, on a travaillé quand même la loi un peu sur la transparence corporative. Vous étiez avec moi, mais un collègue raisonné, articulé, intelligent que j'aime rencontrer dans les couloirs, puis c'est une personne que j'apprécie beaucoup aussi. Guillaume, des fois, il est un peu tannant dans des gros projets de loi corsés. On a parfois des oppositions, mais on finit toujours par s'entendre. Ce qui est important avec un projet de loi comme celui-là, il est un élément qui va permettre aux Québécois et Québécoises de ne pas aller voir systématiquement, quand c'est demandé par un assureur, un médecin, pour être remboursé d'une visite chez un psychologue, un physiothérapeute, un ergothérapeute, ou pour se faire rembourser des lunettes, une canne ou des béquilles, puis d'autres types d'aides techniques, puis de ne pas être contraint d'aller constamment chez le médecin alors que tu reçois des prestations d'invalidité, puis la fréquence, puis la pertinence des rencontres avait été déterminée par ton médecin traitant. Puis la même affaire avec la loi sur les normes du travail. Si quelqu'un a une gastro-entérite ou un rhume, puis n'est pas capable de documenter, il ne serait pas capable de toute façon, mais il y a encore des employeurs, puis je ne dis pas que c'est systématique, mais il y a des employeurs qui demandaient « Peux-tu aller chercher un papier de médecin? » Donc, je pense que c'est un projet de loi, au-delà de l'objectif de réduire la charge administrative des médecins, donne un peu d'humanité à nos façons de faire. Un peu plus de souplesse, un peu plus de flexibilité. Puis moi, je suis bien fier d'avoir contribué à ce projet de loi-là et l'avancée aussi qui découle des consultations particulières, parce qu'on dit tout le temps, quand on dépose un projet de loi, il est perfectible. On a écouté lors des consultations particulières. Je pense que chacun des groupes est venu nous demander un formulaire unique, prédéfini ou standardisé, et on l'a dans l'amendement, puis ça a été adopté à l'unanimité, puis je remercie encore une fois les collègues de Rosemont et de Bourassa-Sauvé. Fait que voilà, Madame la Présidente, je pense qu'on donne un nouveau projet de loi dans les mains des Québécois et il va falloir faire un suivi parce que c'est dans l'application que les résultats sont les plus concrets. Fait que moi, je relève le défi de vigilance dont parle le collègue de Rosemont. Continuons tous à l'être et assurons-nous que nos médecins consacrent le temps à des soins cliniques et que ça améliore l'accès à des soins de santé pour les Québécois et Québécoises et que ce soit un des éléments contributifs importants dont nous serons fiers. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. À mon tour de vous remercier, chers collègues. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Effectivement, ce n'est pas la période des questions.
C'est l'endroit où je me sens le mieux ici, c'est avec vous quand on travaille des projets de loi, parce que c'est important. On travaille pour l'ensemble du Québec et vous le faites avec brio. Je n'ai qu'à vous remercier. Permettez-moi aussi de remercier le secrétariat, Nathalie, qui est un bras gauche, un bras droit pour la présidence. Ses collègues aussi là en arrière. J'aimerais aussi remercier tous les pages qui ont participé pendant le projet de loi. Sans vous, on n'aurait pas nos petits caprices ne seraient pas comblés. Donc, merci infiniment à tous les pages. Ceci dit, je vous remercie de votre collaboration aujourd'hui et la commission ayant accompli son mandat ajourne ses travaux s'inédits. Merci tout le monde.